Je suis à la CCI Occitanie et donc j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire qui est consacré à la thématique du rebond grâce à l'industrie du futur. Alors, ce webinaire est organisé par les chambres de commerce et d'industrie d'Occitanie, aujourd'hui avec la CCI d'Aveyron également, en partenariat avec la région Occitanie, et il est organisé dans le cadre du programme régional Industrie du futur qui est cofinancé par l'État et la région Occitanie. Donc, il fait partie d'un programme un peu plus global de sensibilisation et d'information à l'industrie du futur, qui est porté par l'ensemble des CCI d'Occitanie, et qui comprend à peu près, on va dire, 3 gros types d'actions. Des réunions en entreprise, des ateliers en présentiel ou en format webinaire comme aujourd'hui, le référencement et l'animation des offres de solutions industrie du futur pour l'Occitanie, et puis l'organisation sur les salons professionnels, industrie, de vitrines industrie du futur. Donc ce webinaire d'aujourd'hui, c'est le 4e d'une série de 7 webinaires sur la thématique du rebond. Et ces webinaires se déroulent, se sont déroulés courant juin et courant juillet. Donc aujourd'hui, le 2 juillet, nous allons aborder le sujet de la transformation technologique, des gisements de compétitivité à la portée des PME. Et nous allons avoir 3 interventions qui vont arriver par la suite. Donc la première, c'est Stéphane Blanchard, qui est chargé de mission aérospatiale et coordinateur industrie du futur de l'agence ADOC, qui va présenter le parcours régional industrie du futur et ses enjeux. Deuxième intervention, c'est Patrice Garcia, qui est délégué régional Occitanie du groupe AFNOR, qui est donc un prestataire qui est référencé par la région Occitanie dans le cadre de ce parcours industrie du futur. Et nous exposer l'approche co-développée avec Bosch pour faire de la transformation technologique un projet stratégique et fédérateur pour les PME. Dernière intervention, enfin avant-dernière intervention plutôt, celle de Grégory Brouillet, donc responsable de transformation digitale au sein de l'usine Bosch de Rodez, qui va donc partager son retour d'expérience sur les facteurs de succès et sur les gains qui ont été obtenus à court et moyen terme. Alors, mon collègue Denis Gaillard aussi de la CCI Aveyron présentera à la fin de ces 3 interventions l'actualité industrie du futur proposée par la CCI Aveyron. Donc, avant de passer la parole peut-être à Stéphane, quelques petits points, on va dire, de logistique et technique. Donc, vous avez la possibilité via la barre dans le menu de chatter et de converser avec nous, c'est-à-dire de poser un certain nombre de questions. On y répondra donc dans la deuxième partie de ce webinaire vers 14h45, 14h50. Deuxième chose, ce webinaire est enregistré, donc il sera visible en replay sur notre chaîne YouTube de la CCI Occitanie. Et troisième élément, nous allons envoyer donc la présentation, enfin les différents types de présentations à l'ensemble des inscrits. Voilà, donc vous aurez tout ce qui est présenté par mail à l'issue de ce webinaire. Donc Stéphane, je te passe la parole. Oui, merci Flavien. Bonjour à tous. Donc, je vais faire une courte présentation du dispositif régional d'accompagnement des entreprises vers l'industrie du futur. L'objectif en amont de la présentation donc de l'AFNOR et de Bosch, c'est vous présenter donc un outil de la région qui peut vous permettre à vous aussi d'engager déjà une démarche de transformation vers l'industrie du futur grâce à un soutien de la région Occitanie. Donc, c'est un dispositif qui est dans le cadre du plan 10 000 accompagnements mis en place par l'État, 10 000 accompagnements pour une transformation vers l'industrie du futur, et qui se décline du coup en région sur du conseil aux entreprises, entreprises industrielles, que ce soit des TPE, PME et ETI industrielles, de tout secteur d'activité dès lors qu'il y a une activité de fabrication avec un atelier de production, mais également sur des process industriels de type blanchisserie ou de logistique, éventuellement sous certaines conditions. On adresse tout niveau de maturité, donc en fait l'objectif c'est pas forcément d'adresser une transformation digitale de haut niveau comme on l'entend par Industrie 4.0, où c'est des ateliers de production tout automatisés et connectés, nécessitant des moyens, enfin des investissements financiers très importants. Là, on part vraiment du process et de l'organisation au départ de l'entreprise avec des accompagnements assez larges et j'ai envie de dire presque basiques, mais essentiels à la compétitivité d'une entreprise et à sa performance.
Donc, les moyens engagés, c'est un programme donc, sur 3 ans de l'ordre de près de 7 millions d'euros cofinancés par l'État et la région. Donc, un programme qui s'arrêtera au 31 décembre 2022. Ce parcours, on appelle ce programme-là un parcours, parce que comme l'évoquait Flavien, il y a toute une partie, et c'est le cadre aujourd'hui, de sensibilisation pour essayer de vous convaincre, de vous engager dans cette transformation-là, et ensuite de passer à la phase accompagnement par un prestataire que l'on a référencé en 2 phases. Une première phase de 5 jours qui sera financée à 100% donc par la région, et qui permettra de faire un diagnostic 360 de l'entreprise, et également d'arriver jusqu'à un plan d'action et une feuille de route. Une feuille de route pas encore très finement élaborée, mais pour vous permettre d'identifier des actions prioritaires à mener si vous devez engager une transformation. Et la phase 2 sera une phase qui peut aller jusqu'à 25 jours d'accompagnement financé à 50%. Là, c'est pour commencer à engager justement cette transformation-là sur des actions prioritaires que vous aurez identifiées lors de la phase 1. Donc, le diagnostic qu'on vous propose de faire lors de la phase 1, c'est un diagnostic qui se veut systémique au travers de 7 facteurs déterminants que l'on a identifiés. Et systémique, pourquoi? Parce que chacun de ces facteurs-là vont avoir une répercussion les uns envers les autres. Si vous prenez, comme on le prend très classiquement, on est souvent sollicité pour ça, l'acquisition d'un ERP. L'acquisition d'un ERP, effectivement, c'est lié à la numérisation de votre entreprise et de votre process. Mais derrière, ça nécessite d'avoir un engagement de l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise pour ne pas faire des investissements qui ne seraient pas adaptés à votre besoin. Donc vraiment, on part de la vision de la stratégie du dirigeant, parce qu'il faut se donner un objectif et des priorités. Et ensuite, on va étudier tout ce qui va être technologique, numérique, l'outil de production en lui-même, l'organisation, la qualité de l'entreprise, mais jusqu'à l'entreprise étendue, c'est-à-dire qu'on ne reste pas au sein même de l'entreprise, mais on va aller s'intéresser aux clients, aux fournisseurs de votre entreprise. L'aspect environnemental qui est vraiment un souhait fort que souhaite porter la région dans ce programme-là, c'est de dire que la réduction de l'empreinte environnementale, ce n'est pas une contrainte, mais plutôt une opportunité à étudier pour avoir des gains de compétitivité, une différenciation, des baisses de coûts, et derrière avoir dans un process de cycle de vie du produit, avoir justement une meilleure performance, une meilleure rentabilité pour votre société. L'aspect humain, indispensable, hein, on l'a dit, c'est ce qui fait l'entreprise et la valeur de l'entreprise, c'est l'humain. Donc l'humain est indispensable, et sans l'adhésion de toutes les équipes, la transformation ne pourra pas être efficace. Et ça s'accompagne aussi de changements en termes de métier, donc de formation associée. Et ça ne peut pas se faire à l'encontre et imposer aux équipes, mais bien avec eux. Et enfin, en dernier lieu, forcément, la performance économique et les nouveaux modèles, parce que ce qui va faire qu'une entreprise pourra se différencier, c'est justement d'avoir une nouvelle proposition de valeur adressée à ses clients. Ces parcours-là, donc pour réaliser ces parcours-là, la région a souhaité, et pour faciliter justement et s'assurer du bon accompagnement, a souhaité référencer 7 prestataires qui ont répondu à un cahier des charges de la région, dont l'AFNOR fait partie, mais il y en a 6 autres qui sont Agilea, Altran, CIAD Consulting, Inextenso, OPO associé à Socodit et TopTech. Le profil de ces prestataires, ce sont des architectes projets. Ils ne sont pas offreurs de solutions pour pas qu'il y ait quelque part conflit d'intérêts et qu'ils soient là pour vous vendre leurs propres solutions, mais plutôt vous apporter un conseil externe et de confiance pour vous aider à faire votre cahier des charges, à consulter des offreurs de solutions qui pourront répondre à votre besoin et vous aider dans le choix. Le choix, au final, ça reste le dirigeant d'entreprise qui l'effectuera naturellement. Par contre, ce sont pas des offreurs de solutions spécialistes, mais ils sont spécialistes de l'industrie du futur au sens large. Et c'est sur cette base-là qu'on les a référencés. On souhaitait aussi, dans le contexte actuel de crise économique, montrer que les sujets qu'adresse l'industrie du futur ne sont pas forcément
des sujets déconnectés de la conjoncture actuelle, mais qui peuvent bien vous aider à vous adapter et surtout à préparer des crises futures. Ce ne sera peut-être pas une crise sanitaire, il y aura d'autres crises. Vous le savez, il y a des cycles dans les activités de tout secteur. Et l'industrie du futur peut vous permettre à mieux les absorber et à rebondir in fine. Donc, on a pris quelques exemples hein, pour le montrer. C'est réussir rapidement une bascule digitale. C'est permettre le pilotage de l'entreprise à distance. C'est avoir un outil de production flexible pour se retourner vers des marchés plus porteurs quand certains, et vous voyez auxquels je dois faire référence aujourd'hui, sont dans un cycle plutôt bas, comme l'aéronautique. Avoir la possibilité de se reconvertir rapidement, ce n'est pas simple. Les outils de production sont pas faciles à moduler. Et pour être compétitif sur d'autres secteurs, il faut avoir une structure adaptée pour ça. C'est faciliter des nouveaux modes de collaboration, engager les équipes, mieux gérer sa chaîne de valeur et sa supply chain pour justement dérisquer les fournisseurs et les problèmes d'approvisionnement. Donc voilà, c'est l'ensemble de ces sujets-là qui peuvent être abordés au travers d'un accompagnement industrie du futur que vous proposent les prestataires que l'on a retenus. Pour ma partie, j'en ai terminé. On sera de toute façon à votre disposition pour répondre si vous souhaitez des précisions à la fin de ce webinaire. N'hésitez pas à poser des questions via le chat. Oui, j'avais oublié un dernier point quand même, malgré tout. Comment faire pour solliciter et entrer dans le parcours? Vous connectez sur le hub entreprendre de la région Occitanie. Vous créez votre compte. Choisissez un référent du réseau des développeurs qui vous accompagnera pour vous aider à monter le dossier dans l'identification de financement et vous conseiller aux côtés du prestataire choisi. Et ensuite, sur ce hub, vous aurez l'accès direct pour déposer le dossier. Un dossier très court et facile à monter et sur un délai de réponse assez rapide, sous 1 à 2 mois grand maximum. Cette fois-ci, je passe la parole à Patrice de l'AFNOR pour vous présenter l'accompagnement qu'il propose. Merci Stéphane. Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu à cette invitation pour partager cette heure ensemble. Et je remercie également donc la CCI Occitanie, la CCI Aveyron et la région pour l'organisation de cette webconférence. Alors, pour nous présenter rapidement, donc, cette webconférence sera une co-animation avec Grégory Brouillet, que je laisserai se présenter plus largement dans quelques minutes, donc, et moi-même, donc Patrice Garcia, donc, qui suis le délégué régional du groupe AFNOR sur la région Occitanie. Alors, comme l'a évoqué Stéphane Bachar en introduction, l'une des exigences de la région était de proposer aux entreprises industrielles une vision systémique et globale des enjeux de l'industrie du futur, donc, qui a été formalisée au travers des 7 facteurs qu'a présenté Stéphane. Et nous n'avions pas, au niveau de l'AFNOR, la prétention d'avoir toutes les compétences sur l'ensemble de ces sujets-là. Donc, pour répondre à ce besoin de la région et aussi des entreprises, on s'est associé avec des partenaires historiques de l'AFNOR, que sont le cabinet Stratéis, plutôt spécialisé dans l'accompagnement au changement, le coaching d'équipe de direction, donc qui pourra pleinement répondre, on verra, aux enjeux de transformation managériale. L'AFNOR, bien entendu, donc, dont le métier historique est l'accompagnement, le conseil, la formation des organisations sur tout ce qui est des systèmes d'organisation. Voilà. Et puis également sur les questions de transformation technologique. Donc voilà, nous travaillons avec Bosch, usine de Rodez. Et donc pour ce programme-là, voilà, nous avons à travailler ensemble sur une méthodologie à la fois de diagnostic et d'accompagnement, voilà, pour vous permettre de progresser sur l'ensemble des thématiques donc, de l'industrie du futur.
Alors, quelle est notre vision et notre approche de l'industrie du futur? En fait, c'est un peu l'histoire qu'on a envie de raconter aux entreprises. On a volontairement positionné l'industrie du futur non pas comme une finalité, mais plutôt comme une opportunité qui est offerte aujourd'hui et grâce à la région, aux entreprises industrielles, pour s'interroger sur les chantiers de transformation qu'elles doivent engager, à la fois pour répondre à des enjeux court terme de performance et de compétitivité, et également à plus long terme, puisqu'on a, vous l'avez entendu, le souhait de la région, c'est aussi d'avoir des structures qui proposent voilà, de la création avec des valeurs durables. Donc vous retrouvez, je ne vais pas les reprendre ici, hein, Stéphane vous les a bien expliqué, vous retrouvez ici les 7 leviers de l'industrie du futur. Et on a souhaité voilà, apporter de la cohérence, ne pas appréhender les sujets les uns après les autres, mais comme il a été dit, hein, on verra bien que ces sujets sont interconnectés. Donc bien entendu, et ça on y tient, c'est de donner du sens. Encore une fois, l'industrie du futur n'est pas un but absolu, c'est plutôt un moyen. Donc on fera très attention et vous le verrez, on sera très vigilant sur bien prendre connaissance donc, du contexte de l'organisme, de sa stratégie de développement et de voir comment les leviers que propose l'industrie du futur peuvent être des facteurs pour permettre aux organisations d'améliorer leur croissance, leur performance et également leur attractivité. Alors quand on parle de création de valeur, de quoi parle-t-on? Alors bien entendu, on évoquera également les modèles de performance économique. Donc on a vu que la période actuelle de crise économique a mis à mal nos organisations et leur modèle économique. Donc ça sera l'opportunité voilà, de revisiter vos modèles et d'identifier pourquoi pas des voies d'innovation et peut-être également de nouveaux modèles type économie circulaire par exemple. L'industrie du futur ne doit pas se faire également au détriment des enjeux environnementaux et énergétiques. Et donc là aussi, on challengera vos organisations, non pas pour percevoir l'environnement et l'énergie comme une contrainte, mais plutôt comme des sources et des gisements de compétitivité, de progrès et d'innovation. Et bien entendu, ces sujets de transformation doivent être portés par les collaborateurs. Et donc, ça sera également un point d'attention particulier sur voilà, la capacité de vos organisations à embarquer les équipes dans vos projets de transformation. Et sur quel levier agir pour engager ces transformations? On va retrouver bien entendu les thématiques de la performance industrielle. On va revoir également votre chaîne de valeur. Nous allons également aborder les questions de transformation technologique, non pas comme une finalité. Donc, vous le verrez, notre objectif, ce n'est pas de venir implémenter des solutions, mais c'est surtout voilà, de créer les conditions pour vous poser les bonnes questions pour savoir en quoi le numérique et les nouvelles technologies de production peuvent être un levier de progrès et de performance pour vos organisations et aussi de confort au travail pour vos collaborateurs. Et bien entendu, hein, tous ces sujets de technologie, d'accompagnement des collaborateurs doivent être supportés et portés par l'organisation. Donc, on portera également une attention sur tous les schémas organisationnels qui peuvent être opportuns de développer et de mettre en place au sein de vos organisations pour porter l'ensemble de ces sujets-là. Donc concrètement, comment agir auprès des entreprises. Donc Stéphane l'a évoqué, la première phase du parcours consiste à la réalisation d'un diagnostic, d'un état des lieux, du niveau de maturité de votre entreprise au regard des enjeux de l'industrie du futur. Donc vous avez ici le séquençage du diagnostic tel qu'on le propose. Comme on l'a dit, le sens donné à l'action est une priorité pour nous. Donc, il y a les 2 premières phases seront consacrées et dédiées à bien appréhender à la fois quel est le contexte, les enjeux de vos organisations, de telle manière à ce que lorsqu'on va aller sur le terrain, qu'on ait évidemment bien à connaissance de cet environnement. Le diagnostic terrain se fera en deux phases. Donc l'étape 3, qui est la première journée de diagnostic, permettra d'évaluer les pratiques de votre entreprise au regard des 7 leviers de l'industrie du futur. Et la deuxième journée sera consacrée avec une approche assez innovante
à l'élaboration de votre feuille de route. Donc, cette dernière journée sur laquelle je fais un petit focus sera dédiée à l'organisation de ce qu'on appelle de 3 workshops, hein, et qui vous permettrait voilà, de bien réfléchir sur finalement quels sont les axes de progrès et les actions prioritaires qui nous semblent importants à conduire sur 3 champs: le champ de la stratégie et de la vision, le champ de la transformation technologique et également le champ de la transformation managériale et organisationnelle. Voilà. Et la conclusion finalement de ces 3 workshops, hein, donc l'idée c'est, on n'est pas là pour encore une fois implémenter des solutions. Ces workshops ont pour objectif de créer les conditions d'échange et de partage au sein de vos équipes pour qu'il en découle finalement des priorités d'action concertées et validé par vos équipes, qui donnera lieu donc à une feuille de route et un plan d'action concret, avec à la fois des actions à résultats court terme, mais également, puisqu'on est aussi sur le sujet de l'industrie du futur, aussi des résultats à moyen et plus long terme. La deuxième phase du parcours, qui est dans le prolongement logique de la première phase, sera de poursuivre les travaux entamés avec vous lors du diagnostic et d'aller plus loin dans la feuille de route. Dans cette feuille de route, nous allons vous aider à prioriser les actions par rapport, encore une fois, à vos enjeux. Et de ces priorités d'action, nous allons en définir de façon commune 3. Donc 3 chantiers dont un sera d'ordre technologique. Ça faisait partie aussi des exigences de la région. Et donc sur ces 3 chantiers, nous allons vous accompagner sur un volume de jours qui est indiqué maximum en haut à droite de 25 jours. Donc dans ce parcours que l'on va proposer aux entreprises industrielles, il y aura en parallèle des phases individuelles, puisque bien entendu, il va s'agir de vous accompagner concrètement sur la mise en place d'actions. Donc, on établira encore une fois un business plan avec vous sur la manière de conduire le projet, les ressources nécessaires et également les retours d'investissement attendus par rapport aux actions menées. Et puis, on croit beaucoup à l'intérêt du collectif. Donc, on proposera également aux entreprises dans cette seconde phase des temps d'échange entre pairs pour échanger et partager sur des problématiques communes que vous auriez pu rencontrer et sur lesquelles voilà, il y a matière à pouvoir partager et à progresser. On est convaincu que le benchmark est une source d'innovation qui est encore à ce jour sous-exploitée. Et donc, on créera les conditions pour que les industriels puissent se rencontrer et aussi travailler ensemble pour progresser. Voilà, donc c'est ce qu'on a appelé des clubs de benchmark, hein, voilà, dont le contenu sera à définir, bien entendu, avec les priorités des entreprises. Et puisque l'industrie du futur n'est pas, ce n'est pas qu'un concept abstrait, donc vous avez vu que dans le groupement que nous avons formé, voilà, nous avons la chance d'avoir les compétences de l'usine de Bosch de Rodez avec nous. Et donc, on créera également ce qu'on appelait des tours usines, qui sont également voilà, des temps d'échange qui vous permettront de vous immerger dans une entreprise dite 4.0. Bosch a fait partie des premières entreprises labellisées industrie du futur. Donc, dans ce parcours-là, il vous fera également bénéficier de tout son retour d'expérience, non pas sur les solutions qu'elle a utilisées, mais davantage sur la démarche qu'elle a déployée en interne pour faire émerger les sujets stratégiques et aussi sur la manière de les déployer, d'embarquer le personnel. Mais ça, on aura une illustration très concrète dans quelques minutes par Grégory. Voilà. Donc, concernant voilà, notre expérience sur le sujet de l'industrie, alors on ne découvre pas l'industrie avec l'industrie du futur. Ça fait partie de nos cœurs de cible, que sont les PME, les ETI. Donc, nous accompagnons depuis longtemps, soit sur des sujets de transformation. Donc, on s'appuie également sur un modèle
de management qui a fait ses preuves européens et sur lequel on va utiliser en termes de méthodologie d'évaluation. Et puis, on a aussi la confiance des territoires, puisqu'on participe très fréquemment donc, à des programmes comme celui-ci pour accompagner des entreprises sur des axes de progrès. Donc, je vous donne ici quelques illustrations. Alors, je sais que Hervé Danton est parmi nous aujourd'hui et je m'en excuse. J'aurais pu également souligner donc l'approche collective que l'on avait développée il y a 3-4 ans sur les questions de performance énergétique. Voilà, donc c'était simplement ici pour vous donner un petit peu un panel de notre expérience en matière d'accompagnement d'entreprise, non pas uniquement sur des sujets d'excellence opérationnelle ou sur des sujets technologiques, mais aussi sur d'autres approches. Stéphane en a parlé, les enjeux de responsabilité sociétale, d'éco-conception, d'économie circulaire, etc. Voilà pour une brève présentation donc, de notre approche et bien entendu, j'espère qu'on aura des questions pour approfondir certains éléments. Voilà pour ce que j'avais à vous présenter. Et donc, je vais maintenant laisser la parole à mon ami Grégory, qui va vous faire un retour d'expérience donc de Bosch sur la conduite d'un projet de transformation plutôt sous l'angle technologique. Voilà, donc je te laisse la main, Grégory. Je partage mon écran. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose, on ne dirait pas. Alors depuis ce matin, j'ai plein de problèmes. Hein. Donc, il y a toujours un petit temps de latence, mais bon. Ouais. Il ne veut pas. Bon, je ne peux pas partager mon écran. Vous l'avez la présentation, sinon Patrice, si tu restes sur ton écran. Je la prends. Patrice, est-ce que tu as arrêté ton partage? Oui. Je l'ai repris, j'affiche la présentation de Grégory. Voilà, c'est très bien, je te dirais de changer. On va se débrouiller comme ça. Donc bonjour à tous, donc, je m'appelle Grégory Brouillet, je travaille chez Bosch depuis 22 ans et je suis heureux aujourd'hui de vous partager notre expérience que l'on a acquise depuis pas mal d'années maintenant au sein de l'usine Bosch de Rodez. Tu peux changer. Donc l'idée aujourd'hui que je vais vous présenter dans la vingtaine de minutes que j'ai, c'est vous montrer ce que l'on a travaillé au sein de l'usine Bosch de Rodez, travail dans la thématique de l'industrie du futur et qui est issu directement de la stratégie donc, du groupe Bosch. Donc le groupe Bosch en quelques mots, donc aujourd'hui c'est 410 000 collaborateurs dans le monde, c'est 78 milliards de chiffre d'affaires, c'est un résultat de 5 millions d'euros et c'est beaucoup aujourd'hui de recherche et développement sur des nouveaux produits dont l'IoT aujourd'hui fait partie intégrale de la stratégie, je reviendrai dessus après. Donc l'usine Bosch de Rodez, aujourd'hui c'est 1400 collaborateurs, c'est une usine qui est exclusivement diesel, qui produit donc des injecteurs comme un rail, des bus d'injection et des bougies de préchauffage, avec un service technique de 170 personnes environ. Donc on a une grosse force de frappe au niveau de notre service technique et on s'emploie aujourd'hui à développer du business hors du site, puisque le diesel, comme vous le savez, est en décroissance. Slide suivant. Donc, dans la thématique de l'industrie du futur, ou de l'industrie 4.0 au niveau de l'Allemagne, ces sujets sont connus en fait depuis l'année 2010-2011, après crise, où l'Allemagne se pose beaucoup de questions sur, on a une crise économique, notre industrie est au ralenti, comment on peut imaginer redynamiser l'industrie en Allemagne et à émerger des notions d'industrie du futur, d'industrie 4.0. Et Bosch a été une des parties prenantes en Allemagne de ces thématiques. Et notre nouveau CEO de l'époque, monsieur Denner, qu'on voit en photo, a compris très rapidement qu'il fallait démarrer une mutation du groupe Bosch et de passer d'un groupe très enclin dans la mécanique, très ancré dans la mécanique, vers un groupe qui travaille aussi tout ce qui est lié au monde digital. Il a mis en place une stratégie et une vision
que l'on a appelé la stratégie des 3 S, où on retrouve le software, le service et les sensors, les capteurs. Donc c'est vraiment une stratégie qui a été bouleversante au niveau du groupe Bosch, et le groupe Bosch est issu beaucoup de fondements de la mécanique, et aujourd'hui donc on est en train de basculer dans le monde du digital. Donc nous, à Rodez, donc on a commencé à travailler ces sujets en 2014 avec 2 personnes dont j'ai fait partie. Moi j'ai travaillé longtemps en maintenance, donc j'ai quitté mes activités de maintenance, et avec un collègue à moi, Fabien, on a commencé à explorer l'industrie 4.0. C'était assez nouveau pour nous à cette époque-là, hein. On est dans les années 2014. On a commencé à regarder ce qui se faisait chez Bosch, ce qui se faisait hors de Bosch, sur les thématiques générales de l'industrie du futur et sur la particularité qui nous est chère et qui m'est chère à moi, c'est tout ce qui est lié à la maintenance 4.0. Et on a déployé donc des activités, on a fait grandir les effectifs sur ces activités-là, en interne toujours dans l'usine, pour arriver aujourd'hui à une équipe qui est dédiée, qui a 2 ans. Donc j'ai la chance de manager, qu'on a appelé TEF7, hein, TEF7 Technical Function chez nous. Donc c'est une dizaine de personnes aujourd'hui qui sont dédiées à accompagner l'usine dans sa transformation digitale. Suivant. Alors l'équipe, bon, elle est un peu là, j'ai mis quelques photos. C'est une équipe jeune. Alors comment on a constitué cette équipe? En fait, on n'a pas embauché uniquement des informaticiens. On a construit une équipe autour des métiers que l'on retrouve dans l'usine et qui touchent directement l'industrie future, où on retrouve des développeurs. Il y en a 3. On retrouve des personnes qui sont issues de la fabrication, des méthodes. On retrouve des techniciens de maintenance qu'on a fait évoluer. On a vraiment essayé de construire une équipe multimétier pour arriver à comprendre les besoins de nos productions, pas qu'en termes de software ou de développement, mais vraiment avec toutes les casquettes que l'on peut avoir et que l'on retrouve dans une usine. Donc on voit l'équipe au milieu. Alors on participe à des salons, j'ai eu la chance, j'en parle à chaque fois, de passer 15 minutes avec Cédric Villani à discuter autour des projets de maintenance prévisionnelle et d'intelligence artificielle. Je pense que je me rappellerai de cet événement toute ma vie. Suivant. Alors, la stratégie qui est issue du groupe et que l'on a repris sur notre usine de Rodez, il faut surtout pas vouloir tout faire et attaquer tous les sujets. Il faut être assez pragmatique, voire très pragmatique dans les thématiques d'industrie du futur. Et nous, nos priorités, elles sont sur tout ce qui est lié à la machine et l'optimisation de la productivité au niveau de la machine. Donc, on retrouve du travail sur l'OE ou le TRS en France, le taux de rendement synthétique, avec des sujets pour améliorer évidemment et tirer vers le haut tout ce qui est lié à l'OE, tout ce qui est lié à la qualité, faire que les pièces que l'on fabrique, on les fabrique mieux et on ait moins de taux de défaut, donc moins de coût qualité. Et tout ce qui est lié en fait au temps de cycle, arriver à stabiliser les temps de cycle d'une machine, voire optimiser encore les temps de cycle d'une machine avec des outils soit qui sont standards du groupe, soit qui sont développés par mes collaborateurs. Alors, l'objectif, on a le même, c'est pas parce que Bosch est un grand groupe aujourd'hui qu'on n'a pas les mêmes objectifs qu'un groupe dans les PME. On est des usines, on a de la concurrence interne au niveau du groupe entre usines, donc c'est toujours une notion de coût et de valeur ajoutée. Donc l'objectif que l'on a dans nos projets d'industrie du futur, c'est d'arriver à faire grossir la tirelire, hein, comme on voit sur cette image, où quelque part j'investis. Ça a un coût humain, c'est un coût financier, et je dois retrouver quelque part ce coût le plus rapidement possible, voire faire que demain, je gagne de l'argent avec ces activités-là. C'est vraiment l'objectif premier que l'on a au niveau de la thématique industrie du futur. Alors, comment on travaille ces sujets? On s'est très vite aperçu, en 2015 par là, où on travaillait plutôt en démarche top-down, où on mettait en place des outils, on développait des outils, pardon, et on se disait, tiens, nos users, voilà, je t'ai développé un outil, je t'ai acheté une tablette, maintenant tu vas t'en servir. Et grosso modo, ils nous disaient, qu'est-ce qu'ils nous répondaient? J'en ai pas besoin, je t'ai rien demandé. Donc on est reparti avec nos cartons, on s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et on avait effectivement oublié quelque chose de très important, c'est intégrer l'humain au centre de nos développements. D'accord, c'est vraiment, il faut absolument que les technologies de l'industrie du futur répondent à un besoin, qui est le besoin derrière d'un être humain, qui peut être un chef d'entreprise,
qui peut être un manager de terrain, qui peut être un opérateur sur une machine. Il faut absolument les intégrer, et pour ça on utilise une démarche qui s'appelle la démarche Design Thinking, qui n'est pas une démarche de Bosch. On la retrouve sur ce schéma, où on va vraiment, pour faire simple, par boucle itérative. On intègre l'humain dans la définition de leurs besoins, dans l'analyse de leurs besoins. On les aide à vraiment faire émerger leurs besoins et rapidement on essaie de leur proposer une solution. L'idée est de faire des boucles très courtes, on est un peu comme dans les méthodes agiles ou des boucles de 15 jours, 3 semaines, où on revient avec quelque chose, un proto, un carton, une photo, pour itérer et faire qu'à la fin, on est sûr que quelque part, la solution correspond bien à un besoin qui est issu d'un utilisateur final. C'est vraiment très 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 important, surtout ne pas arriver avec une solution toute faite, parce qu'ils ne vont pas prendre, et puis ça ne correspondra pas parfaitement justement à leurs besoins. C'est très important de travailler tout ce qui est technologie autour de l'humain. Alors, c'est ce qu'on retrouve ici sur ce slide, c'est le Co-Creation with You. Tout ce qui est vraiment lié à cette thématique industrie du futur, on la travaille comme ça, évidemment avec des notions de business, avec des notions de ROI, de rentabilité, avec des notions technologiques et avec toute l'expérience utilisateur que l'on peut acquérir sur ces boucles courtes de développement. Avec, sur la droite de ce slide, on part, ce qu'on travaille dans nos ateliers, dans nos workshops, des mots, des problèmes que rencontrent nos opérateurs, nos managers, et on essaie de définir 2 axes, l'effort qu'il faut investir pour mettre en place l'outil et évidemment la valeur que va amener l'outil par rapport à l'utilisateur, et on priorise, c'est ce qu'on voit, la case verte, yes, parce que là il y a une rentabilité et l'utilisateur sera très content d'avoir l'outil et va s'en servir surtout, c'est ça qui est important. Alors, bon, effectivement, l'usine Bosch-Rodez, elle est labellisée usine du futur. On a un lien où on a une vidéo où on se promène dans l'usine et on vous montre des solutions dans l'usine et on vous fera passer le lien. Alors, pour rentrer dans le concret, alors j'ai pas le temps en 20 minutes de tout passer, mais donc j'ai fait un focus sur tout ce qui est lié aux données et comment aujourd'hui on utilise les données, la récupération de données sur nos machines, qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce que ça peut apporter sur aujourd'hui une machine qui fait soit des injecteurs, des bougies, mais qui peut faire de la menuiserie, qui peut faire toute autre chose. C'est vraiment, là on est dans le secteur de l'automobile, mais c'est totalement adaptable dans notre secteur. Alors, la première, ça c'est mon slide préféré, celui-là, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, mais je le trouve intéressant. Quelque part, on a découpé des projets de connectivité machine et d'analyse de données en 4 parties. La première partie, c'est déjà avoir des données. Et c'est pas toujours évident d'avoir des données. On ne peut pas aller faire de la maintenance prévisionnelle si on n'a pas de données, par exemple. Donc la première des choses, c'est connecter la machine, voire connecter des capteurs à cette machine. Ça ne coûte pas très cher. On fait des choses assez intéressantes aujourd'hui. Et une fois qu'on a collecté ces données, on déjà commence par identifier par exemple des seuils d'alerte, où on met en place des andons, ce qu'on appelle des andons dans les ateliers, où on retrouve par exemple en termes de quantité, l'objectif de livraison à 10h33, j'aurais dû faire 200 pièces, j'en ai fait 220 ou j'en ai fait 180. Tout ça, c'est affiché dans les ateliers. Donc, on essaie de par du management visuel avec des données qu'on a acquéries en temps réel, à donner de l'information à l'être humain pour qu'il pilote au plus près son atelier, voire sa machine. Au-delà de ça, si on a des difficultés à mettre des seuils d'alerte, par exemple sur des températures ou sur des vibrations, on peut s'appuyer, c'est l'étape 3, sur l'expérience utilisateur et sur des data analystes pour essayer de corréler des données avec des problématiques. Est-ce que j'ai des données de vibration qui ont un impact sur la qualité de ma machine, qui ont un impact sur le TRS de ma machine ou pas? Pas la peine d'acquérir des données si elles n'ont aucune corrélation avec un objectif que l'on s'est défini à l'avance. Et la 4e étape, et c'est la dernière pour moi, c'est si on n'arrive pas à mettre des seuils ou si c'est compliqué d'adapter les seuils, passer dans des modes d'IA et de machine learning. On le fait beaucoup en maintenance prévisionnelle, où quelque part on a un outil qui nous définit l'état de santé de la machine et qui nous donne un temps restant à vivre. C'est le rêve de tout responsable de maintenance. Suivant. Alors,
l'exemple que je donne, il est sur une machine qu'on retrouve ici, qui est une machine de rectif interne, une pièce que l'on voit sur la gauche qui correspond, c'est une des composants pardon, de l'injecteur Common Rail. Grosso modo, on en a 8 machines comme ça. Je vais vous montrer ce qu'on a fait sur cette machine. Donc, une fois qu'on a eu connecté cette machine, comme je le disais au départ, on avait 2 objectifs. L'idée était dans un premier temps d'optimiser tout ce qui était taux défaut et rebut. Alors, ce qu'on voit sur ce graphe, c'est les pourcents. Hein. Si on faisait 100 pièces, eh bien, grosso modo, on en jetait, il y a 2 ans, 1,2. Et au prix que vaut une pièce à ce niveau d'usinage, c'était pas mal d'argent et c'était pas mal de coûts défauts. Donc, on a travaillé ces données, on s'est très vite aperçu de certaines corrélations de quand on avait des problèmes qualité, au démarrage des machines, à la reprise d'une équipe, quand une broche fatiguée. Donc, on a mis en place des capteurs de pression, de température, des capteurs de vibration. On a réussi rapidement, tout modestement, hein, en un peu plus d'1 an, à baisser le taux de défaut de 0,8%. 0,8% chez nous, vu le nombre de machines, c'est un projet à 100 000 euros. C'est 100 000 euros de gain, hein, à peu près, pour un investissement qui est de l'ordre de 10 000 euros par machine. C'est ce qu'on retrouve, je crois, sur le slide d'après, peut-être. J'étais un peu vite. Voilà. Donc, pour un investissement de 12 000 euros, on a eu un gain de 10 000 euros. Gain que l'on découpe, et ça c'est important, en plusieurs résultats. Il y a des gains OE, des gains de productivité de la machine, des gains en termes de maintenance. Pourquoi? Parce que l'aspect vibration nous amène à suivre l'état de santé des broches en temps réel et d'arrêter la broche avant qu'elle ait un impact sur la qualité et surtout avant qu'elle soit complètement HS. Donc on la répare et on la réintègre sur la machine avec des coûts beaucoup plus faibles que ce que l'on avait avant. Et on a réduit les défauts, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc on a globalement un gain de 10 000 euros. Ce qu'il faut bien voir sur ce type de projet, c'est qu'il faut souvent pas se focuser sur un sujet, pas vouloir travailler que la maintenance, pas vouloir travailler que la qualité, pas vouloir travailler que la partie productivité machine, parce que tout seul, on n'arrive pas à un retour sur investissement important. Par contre, si on prend les 3 sujets ici, ben, on s'aperçoit qu'on a un retour sur investissement, un ROI inférieur à 1 an et demi. Suivant. Donc ici, ce qu'on a mis en place aussi, c'est des suivis de TRS. Hein, on le retrouve sur ce slide. On l'a dans notre usine sur des écrans tactiles, en accès libre à tout le monde. On fait un point tous les matins sur les OE. C'est des écrans digitales. Et on suit aujourd'hui l'OE et les pertes OE pardon, en temps réel sur nos équipements. Et on fait des revues, on analyse les pertes. Pour arriver, tous les jours, c'est des boucles d'amélioration d'une journée, hein, à avoir des plans d'action, suivre les actions pour faire qu'on en tire au maximum vers le haut. Les TRS des machines, on le voit, le TRS de ces équipements-là, il commence à être assez bon. On est à 83%, sachant qu'on a des arrêts, redémarrage, vu notre charge très importante, c'est des résultats voire plutôt beaux. C'est un beau secteur, on va dire. Suivant. Hop. Alors, la dernière étape, l'étape 4, comme je disais, la partie intelligence artificielle, on la retrouve ici, on la travaille avec une start-up qui s'appelle DI Analyse, où on est en train de mettre en place un outil qui, au lieu quelque part de venir paramétrer des seuils, si je dépasse 25 degrés, je fais une alerte parce que j'ai un problème. Là, l'idée, c'est de supprimer cette notion de réglage des seuils et d'avoir un outil qui crée des modèles, qui crée déjà au départ un modèle de bon fonctionnement. Et quand les données dévient de ce modèle, il vient vous envoyer un message et vous dire au départ, bien, pour moi, j'ai dévié de mon modèle de bon fonctionnement, je suis dans un nouveau modèle, dis-moi quel est ce modèle. Donc on lui apprend, c'est un nouveau modèle de fonctionnement parce que vous n'êtes pas sous la même série de pièces, ou c'est un modèle de défaut, un mode de défaut qu'il faut identifier, scorer comme on appelle. Et on vient de dire, c'est un problème de broche, c'est un problème sur la vis-à-vis de l'axe X1, et l'outil mémorise tout ça et va vous avertir la prochaine fois que vous allez arriver vers ce type de mode, va vous avertir à l'avance pour vous dire attention, si tu fais rien, tu vas avoir une panne qui correspond à tel problème. On le retrouve aussi sur le slide d'après, ou sur le slide d'après. Ce qu'on est en train d'essayer de faire avec la startup, c'est de mettre toute cette intelligence non pas dans un cloud ou dans un serveur, mais plutôt
intégrer dans la gateway de connexion et faire du edge computing, donc avoir vraiment l'analyse de la data au plus près de la machine, au plus près des besoins, pour être plus précis. Donc ça, c'est deux projets pilotes, on n'est pas complètement au bout encore. Je crois que j'ai fait le tour, oui. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, ça me fait un plaisir d'y répondre. Merci à vous. Bien. Merci à tous les intervenants pour leur présentation. Donc peut-être avant de passer aux questions-réponses et vous permettre peut-être d'en poser quelques-unes sur l'onglet Converser, on va proposer à Denis, donc de la CCI Aveyron, de présenter un petit peu le programme dans le département de l'Aveyron sur l'industrie du futur. Comme je vous le disais au début, ces webinaires qui ont lieu en juin-juillet font partie d'une série de webinaires, on va dire régionaux, mais chaque département et chaque CCI mène des opérations de sensibilisation et d'information sur l'industrie du futur, avec soit des ateliers, soit des visites d'entreprise. Donc là, Denis va nous présenter un petit peu ce qui va se passer d'ici, on va dire, la fin de cette année 2020, si tout va bien, je l'espère. Voilà, donc Denis, à toi. Merci Flavien. Donc, bonjour à toutes et à tous. Flavien a présenté en introduction le programme de sensibilisation des CCI d'Occitanie, que nous avons d'une certaine manière construit ensemble avec les 13 CCI territoriales. Pour ce qui concerne l'Aveyron, c'est moi qui suis en charge de ce programme-là. Et très rapidement, en lien avec les offreurs de solutions présentes sur le territoire aveyronnais, dont Grégory, entre autres, nous avons souhaité monter un programme résolument pragmatique, je dirais, qui se compose essentiellement de rencontres en entreprise, ce que nous avons appelé les jeudis 4.0. Donc, c'est véritablement une co-organisation CCI et Club des offreurs de solutions. Donc, ce programme aurait dû, vous vous en doutez, démarrer en début d'année. La première rencontre était d'ailleurs prévue chez Bosch le 26 mars. Bon, vous connaissez les raisons qui ont fait qu'on a été obligé d'annuler et de reporter. Donc, je vous présente ici le calendrier du second semestre, sous réserve que la situation sanitaire le permette, bien évidemment, mais on a bon espoir. Donc, la rencontre de Bosch, on l'a reportée au 26 novembre et auparavant, le 24 septembre, nous en aurons une à Séverac-le-Château, où on invitera aussi nos collègues de la Lozère, qui se tiendra chez ITA Molding Process, donc qui fabrique des garnitures de sièges, entre autres, pour différents marchés. Et je vous ai déjà mis les dates prévisionnelles 2021, puisqu'en fait, le principe, c'est 4 jeudis sur l'année, qui sont les derniers jeudis des mois impairs, sauf au milieu, le mois de juillet. Voilà, donc vous pouvez d'ores et déjà noter dans vos agendas. Et c'est un programme aveyronnais, mais on invite bien évidemment très largement au-delà. Donc, toutes les entreprises intéressées seront bien évidemment les bienvenues. Et donc, je vais vous présenter très rapidement en quoi consiste une rencontre. Donc, ça commence par une visite de l'entreprise d'accueil, pas forcément de l'entreprise dans son ensemble, mais avec le focus sur au moins une solution industrie du futur mise en œuvre, éventuellement plusieurs si la taille de l'entreprise le permet. Ensuite, le dirigeant présente comment il a mené la démarche, qu'est-ce qui a déclenché finalement le besoin de traiter un certain problème, puis d'aller jusqu'à l'implantation d'une solution. Les offreurs de solutions interviennent pour présenter dans les grandes lignes quels sont les leviers de l'industrie du futur. Et ensuite, la région ou ad hoc, bien évidemment, sont partie prenante de ces rencontres et présente, comme l'a fait Stéphane tout à l'heure, le programme d'accompagnement de la région. Ça se termine par un temps d'échange où les participants peuvent exprimer leurs besoins et les offreurs de solutions présents peuvent éventuellement orienter les participants vers différents types de solutions correspondant à ces besoins-là. Voilà. Donc, surtout, des invitations plus détaillées seront établies en temps utile. Et donc, je vous invite, si les sujets vous intéressent, à vous joindre à nous, donc, à commencer par le 24 septembre chez ITA. Merci. On est terminé et je laisse la place aux questions. Voilà, donc merci Denis pour ta présentation rapide. Donc maintenant, on a quelques minutes, une bonne dizaine de minutes, voire plus, pour des questions
et des réponses de nos différents intervenants. Donc, vous pouvez les poser via l'onglet Converser. En attendant que des questions soient moi, j'en aurais une première peut-être soit pour Grégory, soit pour Patrice Garcia de la Flore. Pour pouvoir intégrer une démarche industrie du futur, voilà, quels sont les prérequis nécessaires, indispensables pour qu'une entreprise puisse intégrer une démarche de ce type? Alors, oui, c'est une question qui est très intéressante puisque ça nous est posé par beaucoup d'entreprises. Comme l'a évoqué Stéphane Blanchard en introduction, il n'y a pas de prérequis sur la maturité, le niveau de maturité des entreprises, hein. L'objectif, c'est bien de permettre aux organisations de faire un rebond, des sauts de performance. Et donc, le programme d'accompagnement, je dirais, s'adaptera, bien entendu, au niveau de maturité de l'entreprise. Après, voilà, le critère, je dirais, qui nous semble essentiel, bien entendu, c'est que ce sujet de la transformation soit un enjeu stratégique pour l'entreprise, ce qui veut dire que derrière, ça doit être un sujet de direction avec une vraie volonté finalement de faire progresser l'entreprise en s'appuyant sur ces enjeux-là. Et un troisième facteur important, et vous l'avez compris, c'est un critère qui nous est cher, c'est que ce projet-là soit porté par l'ensemble des collaborateurs. Donc, dès qu'il y a la volonté du dirigeant, que cette volonté est partagée par l'ensemble des équipes, voilà, il n'y a aucun obstacle à conduire les actions qui feront progresser l'entreprise. Je ne sais pas si j'ai répondu pleinement à… Tout à fait, tout à fait. Alors, il y a une question. Donc, avez-vous déjà proposé des accompagnements avec des PMI, donc pour Grégory ou pour Patrice peut-être, enfin, pour vous deux, quoi. Avez-vous déjà accompagné des PMI? Oui, alors, des PMI, nous en accompagnons, je dirais, enfin, je parle pour la FNOR, mais tous les jours, hein, au-delà du programme Industrie du futur, hein, comme je l'ai évoqué tout à l'heure et les chiffres en attesté, c'est quand même notre cœur de cible sur tout ce qui va concerner donc les systèmes d'organisation ou de performance opérationnelle. Voilà. Je vais laisser la parole à Grégory, puisque c'est une des raisons aussi pour laquelle nous travaillons avec Bosch sur le sujet, c'est que ce n'est pas qu'un fabricant de produits de grande série. Comme vous l'avez, ils ont une grande expertise en conduite de projets. Et je sais que ce sont aussi des actions qu'ils proposent régulièrement aux entreprises. Mais là-dessus, Grégory, je te laisse la parole. Grégory? Ah, on a perdu Grégory. Vous nous entendez? Allô? Oui, Grégory. Ah, ça y est, je suis revenu. J'avais un bug. Alors, effectivement, on avait… Oui? Non, c'est bon. Je vous ai entendu, hein, mais je vous ai entendu, mais vous ne m'entendiez pas. Donc, on a effectivement travaillé ce sujet avec des PME ou même des grands comptes depuis 2 ans. Alors là, la région a eu on a la chance que la région ait structuré le modèle, mais on l'a fait. On part d'ateliers, de visites usines, et on travaille vraiment. Et tu l'as dit, Patrice. Il faut absolument, pour moi, que l'entreprise ait vraiment l'envie, depuis le dirigeant jusqu'à l'opérateur, jusqu'au technicien, d'intégrer tout le monde. Quand on est dans les workshops que l'on fait avec des entreprises, il n'y a plus de notion spécialement de hiérarchie ou d'autres. C'est parfois compliqué, hein, mais il faut pouvoir se parler ouvertement, être capable d'expliquer, de défendre ses idées et ses besoins sans être jugé. Alors, je le dis à chaque fois au départ, on est tous dans le même bateau et on est là pour faire avancer l'entreprise, que ce soit une PME, une PMI ou un grand compte. C'est important d'être avec ce mindset. C'est pas toujours facile, mais il faut. Et on y arrive grosso modo quand même assez bien. Alors des fois, ça nous coûte beaucoup de bonbons et de bière le soir, mais c'est important d'embarquer tout le monde. Sinon, ce ne sera jamais un succès. Et autre question pour vous, Grégory. Est-ce que l'intelligence artificielle pour prendre directement des choix?
commande de pièces, formation de maintenance, sans intervention humaine, telle que cela peut se faire sur les chaînes chez les industries de pharma. Alors, mon point de vue, sachant qu'on est loin d'être au bout sur ce sujet, pas demain chez Bosch, très certainement sur la voiture autonome, où l'intelligence artificielle se devra de faire des choix de toute façon, puisque c'est elle qui va driver nos voitures. Par contre, sur nos systèmes dans les usines, l'idée est de laisser la main de toute façon et la décision finale à l'humain, et c'est, quoi qu'il en soit, l'humain qui vient faire apprendre à l'intelligence artificielle. Qu'on parle de maintenance ou d'aspect qualité, c'est nous, êtres humains, techniciens de maintenance, opérateurs sur une machine, qui va venir dire à notre intelligence artificielle, et c'est ce qu'on fait avec la start-up, et c'est ce qu'on va faire avec le doctorant que l'on va embaucher en septembre. L'idée est de laisser la décision finale et la notion d'apprentissage à l'être humain. C'est très important pour nous et je ne crois pas que de toute façon, même la voiture autonome, il faut qu'elle apprenne à reconnaître un panneau et un virage, et c'est l'humain qui y apprend. Bien. Merci. Oui, excusez-moi, Fabien, je voulais juste revenir sur la question précédente sur un petit peu notre capacité d'accompagnement pour les PMI et aussi pour les petites entreprises. L'exemple, bien entendu, qu'a montré Grégory, c'est à l'échelle de Bosch. Donc, ça peut parfois faire un petit peu peur en matière de saut à réaliser. Encore une fois, l'objectif de l'accompagnement, c'est pas de rentrer dans le modèle de Bosch. Ce qui est important, c'est toute la valeur ajoutée qu'on va apporter, c'est sur la conduite de projet. Et on s'aperçoit que qu'on soit TPE, PME ou plus grosses ETI, finalement, les conditions de succès, c'est surtout dans la manière de gérer le projet. Après, la solution, elle est à proportionner finalement à la taille et à l'enjeu de l'entreprise. Mais encore une fois, on ne vient pas là pour implémenter des solutions. Après, on ira chercher dans le parcours d'accompagnement des offreurs de solutions qui peuvent apporter des solutions opérationnelles. Mais nous, on va faire en sorte que les projets qui vont être identifiés comme prioritaires pour l'entreprise soient menés à bien, qu'il y ait tous les ingrédients pour qu'au final, on arrive au résultat attendu. Je pense que c'est important parce que parfois, ces exemples, ça peut faire peur. Mais encore une fois, ce qu'on fait, c'est on accompagne. On n'est pas là pour implémenter de l'IA si ce n'est pas pertinent ou si ça n'a pas de sens, c'est un enjeu pour l'entreprise. Voilà, c'est juste pour apporter ce complément. C'est important, je pense, le mot pragmatisme. Il faut effectivement pas avoir peur. On peut faire des choses simples qui amènent un résultat sans dépenser des millions d'euros. Et c'est pas le but. Même chez nous, je vous garantis en ce moment, même dépenser 100 euros, on y fait attention, parce que c'est compliqué, même pour Bosch. Donc c'est vraiment du pragmatisme. Et on investit 1 euro si on sait qu'on va en récupérer 1,5 et 2 rapidement. Merci. Donc, j'avais une question aussi en matière de protection des données. Donc, vous parliez de data, de collecte de données, voilà, quelque chose de vraiment important. Comment vous êtes organisé en matière de protection des données au niveau cybersécurité? Vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus? Alors, nous, chez Bosch, c'est assez simple parce que c'est pas moi qui le gère, donc je plaisante, mais c'est géré par notre DSI et nos données restent chez Bosch. Elles sont gérées sur des serveurs physiques qui sont chez Bosch. Après, on a eu fait des choses chez des clients. On peut imaginer que le client a le même modèle que Bosch et ses serveurs sont chez lui et on rentre dans les critères de sécurité de la DSI. On peut imaginer que les données sont dans un cloud, mais on est vraiment... Pour ça, quand je dis qu'il faut tout le monde, quand on travaille ces sujets, il faut vraiment tout le monde. Et la DSI est partie prenante de ce type de projet. La DSI d'une PME, c'est peut-être un demi-emploi ou un emploi temps plein. C'est pas obligé d'avoir 400 personnes. Par contre, on intègre la DSI, on regarde comment s'intégrer dans le modèle de l'entreprise. C'est pas spécialement un souci. Alors des fois c'est compliqué. On a eu des cas où envoyer des données dans un cloud depuis une machine qui est dans un atelier, c'est pas si simple parce que justement il y a la protection qui fait que tout ça c'est compliqué. Mais bon, on y arrive en parlant avec la DSI. D'accord. Autre question aussi qu'on compose un peu à chacun des webinaires.
en quoi la transformation que vous avez engagée dans votre entreprise vous a aidé à mieux passer ou à moins mal passer la crise actuelle, enfin qu'on vient de passer, la crise donc, de confinement, et puis la crise conjoncturelle qu'on est en train de subir maintenant. Bon, moi, je peux donner là, c'est mon interprétation, hein, Oui, elle n'engage que moi. Je crois que, quelque part, effectivement, bon, nous, on était en crise avant d'avoir la crise Covid. Là, on est en crise au carré. Mais on continue ces projets en interne. On a des demandes. Je pense que les gens ont compris que quelque part travailler l'industrie du futur, ça pouvait que nous aider. Pourquoi? Parce qu'il y a la crise Covid, il y a des concurrences, comme je le disais au début, entre sites, et on sait que le maître mot, c'est les coûts, c'est nos coûts. Donc, et on sait que l'usine de Rodez, elle a un avenir à partir du moment où elle arrivera à encore optimiser ses coûts. Donc, c'est des notions que les gens ont bien compris ou commencent à comprendre, et on se focalise sur ça, hein, c'est ce que j'ai dit au départ. On travaille nos coûts défauts, on travaille nos coûts de maintenance. Aujourd'hui, on a une machine qui s'arrête, qui redémarre, qui s'arrête et qui redémarre 3 fois par semaine, alors qu'avant, elle tournait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et je vous garantis, tenir des résultats qualité et maintenance comme dans les machines qui s'arrêtent et qui redémarrent, il y a la technologie qui peut aider, mais il y a l'humain aussi. Donc, ça donne, je pense, ça donne de la motivation. Et les gens s'investissent. On en est à se poser des questions, donner des montres connectées à des opérateurs pour les avertir qu'une machine est arrêtée ou une machine a des problèmes qualité. Bon, et je pense que ça va. Les gens sont positifs, ont envie d'y aller beaucoup plus qu'avant. D'accord. Bien, ben, il n'y a plus de questions, je pense. Donc, on va peut-être conclure ce webinaire, à moins qu'il y ait d'autres questions qui arrivent avant la fin de la conclusion. Donc, très rapidement, donc je vous rappelle donc que ce webinaire a été enregistré. Il sera disponible sur notre chaîne YouTube, la CCI Occitanie. L'ensemble des slides présentés vous seront envoyés par mail également. Donc, comme le disait tout à l'heure Denis, donc d'autres manifestations, d'autres ateliers en présentiel ou webinaires vont être organisés. Il va y avoir également des visites d'usines. Il va y avoir également sur des salons professionnels, le CIAN à Toulouse, je l'espère, donc une vitrine de l'industrie qui sera organisée toujours pour sensibiliser et promouvoir l'industrie du futur. Les 2 prochains webinaires qui sont organisés donc dans le cadre de l'industrie du futur et de la présentation, on va dire, des 7 prestataires retenus par la région pour accompagner les entreprises. Donc, il y en a 2 qui sont d'ores et déjà programmés. Le mercredi 8 juillet prochain à 11 h, donc, qui est animé par Agilea avec le témoignage d'une entreprise de l'aéronautique qui s'appelle Aviacomp. Et le mercredi 22 juillet, en début d'après-midi à 14 h, donc c'est Inextenso qui est le prestataire qui animera le webinaire avec le témoignage d'une entreprise dans le médical, DMS. Voilà. Donc, s'il n'y a plus de questions, ben voilà, je vous remercie d'avoir participé. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne journée, puisqu'on est quand même au début de l'après-midi. Et puis, en souhaitant peut-être que vous revoir lors des prochains webinaires ou manifestations que nous allons organiser. Donc, merci à vous. Merci. Au revoir. Et merci à nos intervenants, encore une fois. Merci. Pas de quoi, c'est avec plaisir. Merci, avec grand plaisir. Au revoir. Merci à tous.